justement, voilà, on parle de Tête de chien. Oui. On en a donc parlé avec lui. Donc on vous le rappelle, pour ceux qui habitent à Paris, c'est donc le 3 mai au cinéma L'Archipel à 20h. Une rencontre, le film, puis une rencontre. Donc on est sur un film qui dure, qui est assez court. Hein. On est sur un film de 1h10, 1h09. Oui, 1h04 même. C'est vrai que tu en as même pas. Je vais lui poser la question, je l'avais noté. On lui a même pas parlé de cette musique originale qui est aussi extrêmement ouais. entraînante Ouais. et qui est pas juste là pour rajouter de la musique, qui a aussi un sens. Donc c'est ça. Ouais. On a même pas eu le temps de parler de tout ça avec Tommy Weber. Il y aurait tellement de choses à dire sur son cinéma, sur ce film et sur son cinéma en général. Je pense que déjà, pour vous donner une idée, on l'a partagé déjà hier soir, l'affiche. En fait, quand on voit cette affiche, eh bien, on comprend déjà tout ce que Tommy Weber va mettre dans ce cinéma. C'est-à-dire que c'est un cinéma... C'est une violence de l'instant. C'est ça. C'est un coup de pinceau très violent, voilà. Mais très fin en même temps, en fait. Exactement. Très précis et très beau, du coup. Voilà. Parce que, voilà, Tête de chien, c'est le 3e film de Tony Weber. Après Le somptueux Quand je ne dors pas, qu'on a déjà critiqué, je vous renvoie au podcast dans lequel on en parle, et puis il était déjà venu nous en parler. Et donc, ce 3e film, c'est, j'ai l'impression, celui qui est fait le plus rapidement dans l'énergie du désespoir, mais le désespoir créatif, puisque c'est son film le plus court, c'est le film qui est le moins soigné au niveau de son image, mais on en reparlera, c'est pas quelque chose de négatif. Puisque, voilà, si la réalisation elle est moins soignée, c'est au profit d'une plus grande fougue dans l'image, justement, une plus grande violence de l'instant. Malgré le fait que son film soit toujours aussi libre au niveau de la construction du récit et du rapport entre les personnages, et qu'il y a également beaucoup d'élégance dans la mise en scène, même si elle est beaucoup plus fougueuse. Il peut y avoir beaucoup d'élégance dans une mise en scène fougueuse, et ici c'est le cas. La caméra est encore plus libre que les dernières fois. Elle est même parfois autonome, c'est-à-dire qu'elle se déplace indépendamment de ce qui peut se passer et de ce qu'elle devrait filmer dans une économie traditionnelle d'un déroulement de récit. Et elle devient véritablement le stylo du récit qui va tracer les espaces pour y laisser errer les personnages. Et surtout le personnage qu'incarne Tommy Weber lui-même. Donc encore une fois, on a un usage également du plan séquence qui participe à cette amplitude temporelle et spatiale et cette liberté qui permet une évolution spontanée du temps et de l'espace et les personnages qui y habitent. Et ça, c'est l'essentiel, c'est laisser respirer les personnages. Pas les acteurs, les personnages. Mais du coup, on se doute que ça peut laisser respirer les acteurs, mais c'est pas des acteurs qu'on voit, c'est des personnages qui habitent le film et qui sont habités par justement ce qu'ils doivent dire du récit. C'est des personnages qui sont incarnés, véritablement, qui sont des vrais êtres de matière, mais de matière cinématographique. Et évidemment, les comédiens sont totalement à la hauteur de cette dimension cinématographique des personnages qui sont véritablement, le terme est un peu facile, mais qui sont des personnages profonds, qu'on a l'impression de connaître et qu'on a envie de connaître, qui gardent évidemment leur part de mystère. On a toujours cette errance dans une ville sans fin, la projection finalement d'une intériorité torturée, des gens qui courent, qui fuient une situation instable vers un avenir incertain, et un film qui se construit autour de petits moments de rien qui, ensemble, font une vie d'image qui devient finalement le film. Puisqu'on a toujours un mec paumé qui cherche sans trouver, mais dont la vie semble prendre sens dans cette quête perpétuellement vaine, dans la friction et le disjonctement des situations. C'est-à-dire l'irruption de la violence, on le disait, puisque tout le film baigne dans une tension perpétuelle. Et c'est là où son film est un peu plus violent que les autres, c'est qu'on a cette tension qui traverse tout le film, une tension qui fait baigner le film dans un sentiment d'insécurité. Et c'est vraiment cette tension, une fois de plus, dans laquelle on sent que tout peut craquer à tout moment. Ce qui fait planer le sentiment du deuil difficile, qui est aussi une thématique du film, sur toutes les situations du long métrage. Alors, j'ai pas arrêté de dire toujours, puisque le film, en certains points, converge vers les 2 précédents films de Tony Weber, qui sont 2 films qu'on aime beaucoup aussi. Mais c'est pas pour dire que le film est une répétition. C'est juste que le film retravaille avec beaucoup d'intelligence des thématiques déjà explorées et surtout des topics qui sont aussi visuels déjà visités pour en tirer des nouvelles choses. Pour toujours aller au bout des idées, aller au bout des images, aller au bout des imageries, aller au bout des concepts. Et là où le film va encore plus loin, c'est qu'ici, il est teinté d'un fantastique onirique vraiment efficace, un petit peu comme dans Quand je ne dors pas, mais ici encore plus frontal, complètement. qui est touchant au possible
et qui prolonge cette idée d'errance, qui est une errance finalement plus mentale que physique, et qui renforce cette idée de deuil. Puisque le dispositif formel se mêle à ce que raconte le film. C'est-à-dire que l'image de cinéma va imprimer ce qui est finalement dans l'esprit du personnage, c'est-à-dire le fantasme de la revivance d'un personnage qui est décédé et qu'on a envie de revoir. Et donc l'image de cinéma devient cette intériorité, devient la projection de cette intériorité, cet esprit du personnage qui vient éclabousser ces images absolument violentes et brutales parce qu'elles sont portées par cette énergie du désespoir, mais du désespoir dans le sens où c'est un cinéma de la rapidité, c'est un cinéma de l'urgence, c'est un cinéma de l'instant. Et c'est pour ça que ce film se construit sur des instants qui forment un tout, et c'est le tout justement qui devient le grand film qu'est Tête de chien, parce qu'il se construit autour de petits instants qui sont insignifiants, mais qui une fois mis ensemble dans un montage de film deviennent absolument magnifiques. Donc on le répétera jamais assez, mais Tommy Weber est un jeune cinéaste plein de talent et de désir qui frise souvent le grand film avec ses productions qui sont des petites productions justement. Et je pense qu'il devient urgent qu'on lui donne les moyens de ses ambitions, pleines de promesses de cinéma, puisque moi j'ai l'impression véritablement qu'il met en image et en son la grandeur de la simplicité. Moi je la partage totalement avec toi. Alors on peut rentrer un petit peu dans le film, on peut voir aussi des choses plus formelles. Voilà, bon déjà comment le film démarre. Ça démarre par juste le son des cloches, un homme à semi retourné comme ça, dos à nous, avec une voix. Donc pendant le début, on pense que c'est sa voix, la voix de cet homme-là qui est en train de raconter quelque chose. Et en fait très vite, eh bien non, on s'aperçoit que c'est la voix de Tommy Weber, son personnage à lui, lequel il interprète, qui est allongé sur le lit et qui parle en fait à un de ses amis qui est décédé et qui lui est sur le lit. Alors vous allez me dire, oui mais attends, toi Guillaume qui n'aime pas tout ce qui est un peu surnaturel, etc. Mais oui, mais là c'est tellement bien amené, c'est tellement vrai. Je trouve que son rapport au deuil, parce que c'est aussi ça, hein, c'est la sous-thèse de ce film, c'est aussi de se dire, voilà, comment chacun arrive à vivre avec le deuil, comment chacun arrive à petit à petit à se reconstruire après avoir perdu un ami. C'est vraiment amené avec subtilité et puis d'avoir ces apparitions ou d'avoir l'extrait qu'on vous a montré donc avec Jacques Weber où il amène un bouquet de fleurs donc au père de son ami qui est décédé et il lui amène sans cesse ce bouquet de fleurs et le père n'en peut plus et là c'est là qu'il l'éjecte et ça si vous voulez il aurait pu montrer 15 scènes très courtes où on le voit amener un bouquet de fleurs mais non il l'amène et il pose le bouquet de fleurs et il nous amène comme ça et en fait c'est ça qui est très beau dans ce film et qui est très beau dans l'écriture de Weber c'est pas de se dire tiens il fait un film d'1h09 aujourd'hui ou d'1h05 aujourd'hui ce film là il pouvait le faire en 1h30 je veux dire, aujourd'hui, pratiquement n'importe quel réalisateur, je dis pas cinéaste exprès, hein, n'importe quel réalisateur aurait fait ce film-là en 1h30, où on aurait eu un quart d'heure de souvenirs, où on l'aurait vu avec son pote, on aurait eu ou l'accident, ou le suicide, on ne sait même pas vraiment. Et on aurait vu ça et il nous aurait montré tout ça. Non, Weber, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous amène à un point donné, précis, sans nous expliquer. Il n'est pas en train de nous mâcher le travail. D'ailleurs, dans son synopsis, il va juste dire les errances. Qu'est-ce que c'est exactement le synopsis ? Tiens, d'ailleurs, les errances et les rencontres diurnes et nocturnes d'un jeune homme en fuite. Déjà, c'est très joli, mais et là, on ne parle pas du tout de ce deuil, alors que c'est ça le moteur de toute cette errance, c'est ça le moteur qui ne peut plus payer son loyer parce qu'on comprend qu'il devait être en colocation, etc. Ou en tout cas qu'il vit chez son pote, c'est un petit peu compliqué. Mais non, Weber, lui, il nous amène à un point donné et il nous dit voilà, maintenant vous prenez l'histoire en chemin. Et ça, c'est tellement rare au cinéma. À chaque fois, dans le cinéma, on est obligé de nous raconter voilà, comment est-ce qu'on en est arrivé là, etc. Alors que là, non. Là, il dit voilà, en fait, la caméra, et c'est là que je te rejoins, Louis, quand tu dis que la caméra est pratiquement autonome. Mais en fait, le récit, il l'est aussi. C'est-à-dire que c'est comme si la caméra arrivait à ce moment-là et nous disait voilà, là, je vous fais participer à, on va dire, 1 jour, 2 jours de ma vie. 2 jours, mais c'est un film de 1h05, mais on pense vraiment
des fois sur un film de 1h05 on se dit bon bah voilà on a vu un moyen métrage. Non, là on a vu un vrai film, c'est-à-dire qu'il y a un vrai début, il y a une vraie fin, il y a un climax, on est dans la vraie construction d'un film, et c'est là aussi la force de Weber à ce moment-là de pouvoir proposer un récit très court, mais en fait il n'est pas plus court que les autres, c'est juste qu'il a enlevé, il l'a entièrement épuré, il l'a enlevé et bien voilà, de tout le pathos que pouvait comporter un film comme ça. Je pense que dans les mains de la plupart des réalisateurs, un scénario comme ça, en tout cas un thème comme ça, on se retournait avec un pathos énorme. Alors que là, on est sur un film qui est très émouvant, mais pas émouvant à nous faire pleurer. D'ailleurs, il pleure pas, Weber, dans le film, enfin son personnage. Non, en fait, on voit juste... Oui, à la fin. Mais sinon, on voit juste bah voilà, comment est-ce qu'on arrive à se démener alors de plein de choses qui lui tombent dessus, évidemment, mais... en fait, on est de la même manière que sa mise en scène, c'est-à-dire que le personnage nous fait rentrer un petit peu, mais il ne nous raconte jamais son histoire. Nous, l'histoire, pour comprendre que son copain est décédé, bien, on va mettre un petit temps. Maintenant, plus vous, du coup, mais en tout cas, on met quelques instants pour bien se remettre ça en tête. Et après, on va suivre tout ça. Mais donc, de la même manière qu'il ne nous a pas fait rentrer par le pathos dans son histoire, eh bien, il va aussi très souvent nous laisser derrière la porte. C'est-à-dire que je pense que c'est le film où on nous a le plus souvent, nous spectateurs, claqué la porte au nez. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais c'est tout le temps. En fait, chaque fois qu'il quitte un lieu, on reste, nous, derrière la porte. Donc ça veut dire qu'on ne le suit pas immédiatement, comme si son personnage avait besoin d'une bulle de respiration dans cette vie où il est complètement cerné, pratiquement de part en part, parce qu'il y a un côté par les huissiers, un côté par les amis, un côté par la grand-mère qui décède, enfin, qui vole, etc. Et donc, comme si il se prenait une petite bulle de respiration en nous laissant derrière la porte, en nous disant, ben voilà, je ne vais pas non plus tout vous dire à ce moment-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Alors, voilà pour un petit peu l'intérieur du film. Après, il y a quand même des scènes qui sont absolument dingos. La scène des pigeons, et ça aussi, c'était une question aussi que je voulais poser, mais après, c'est vrai que bon, ça, c'était des petits détails. La scène des pigeons, elle est absolument dingue, comme si ce personnage-là, eh bien voilà, retrouver un autre personnage paumé, retrouver ben voilà, donc il y a un petit vieux là qui est au milieu de milliers de pigeons. J'aimerais bien savoir sur quelle place il a tourné ça, c'est absolument dingue. Alors après, à Paris, c'est vrai que si on balance un tout petit peu de grain, on en a vite beaucoup, même si c'est interdit. Mais en tout cas, voilà, ce plan des pigeons, voilà, cette allégorie d'être seul au milieu de plein de monde, c'est exactement lui en fait. Hein, en fait, c'est comme si pratiquement il se voyait plus vieux. Donc voilà, c'est vraiment très 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 bien fait. Voilà, un film, voilà, pareil, hein, quand il sème les flics, ça aussi, il y a plein de questions qu'on avait encore envie de poser. On lui posera quand on le recevra pour parler de DVD. Combien de personnes sont au courant quand ils tournent la scène, quand ils poussent le flic, on voit les gens qui se retournent et qui pensent vraiment que c'est un flic. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui passe sur le trottoir et qui s'arrête en regardant ce flic en se disant mais tiens, c'est bien bizarre et tout. Enfin ouais, c'est assez fou. Et alors après, donc encore très belle course-poursuite. Mais voilà, parce que Weber, en fait, je lui disais, c'était le cinéaste de filmer des gens qui marchent, etc. Mais non, en fait, c'est le cinéaste de la liberté, c'est le cinéaste de la vitesse, de cette rapidité d'action et dans les personnages qui, les 3/4 du temps, sont très mous, très tranquilles, voilà, qui marchent doucement, etc. Et puis, par contre, qui d'un seul coup peuvent se mettre en éclat, comme les éclats aussi de voix qu'il y a eu avec le personnage de Jacques Weber. C'est exactement ça. Weber, lui, c'est juste par un éclat de voix. Et Tommy Weber, lui, ça va être par des courses-poursuites ou quand il va éclater d'un seul coup toute sa rage pour taper sur un jeune. En tout cas, voilà, un grand film qu'il faut soutenir. Donc évidemment, on vous en reparlera quand il sortira en VOD, donc sur Univers Ciné, donc on jettera un œil assez régulièrement dessus. Pour tous les autres, allez, le 4 mai, le 2 mai d'ailleurs, je n'ai plus en tête d'un seul coup, le 3 mai, bon bah voilà, comme ça. Bon, bref, allez tout le temps à l'Archipel et spécifiquement le 3 mai pour en plus rencontrer Tommy Weber. Un mot sur la musique, Louis, quand même, qui a aussi un rôle absolument énorme dans le film. Il y a une très belle utilisation de la musique, puisque comme dans Quand je ne dors pas, il y a l'utilisation de musique préexistante, de titres assez connus d'ailleurs. Et là, il y a une bande originale assez folle, qui est en rythme beaucoup, qui est à la fois douce et agressive, puisqu'on a des morceaux de basse extrêmement rythmés, et qui viennent justement appuyer cette urgence, cette rapidité. On est dans le rythme répétitif,
on est plus dans la musique d'ambiance, qui est dans le ressassement des mêmes mélodies, qui ne sont même pas réellement des mélodies, mais des rythmes, et qui vient justement appuyer comme si c'était les battements de cœur du personnage qui venaient transpirer jusque dans le son. Donc une musique, Thibaut Chevalier à la guitare, Marcello Giuliani à la contrebasse, ça on vous le conseille aussi, et la musique d'enregistrement originale c'est Maxence Dussert. Voilà, on vous a vraiment tout dit. Et puis juste quand même pour terminer, là c'est pas du spoilement, hein, voilà, la dernière scène il est en vélo. Qu'est-ce que ça veut dire cette scène de vélo? Regardez-la bien, cette dernière scène de cette où la caméra va être sans cesse un petit peu en avance, lui il va rattraper la caméra, il va le revenir. En fait, et bien voilà, c'est une belle traduction de tout son être, de naître un petit peu en retard, parfois vraiment dans le 4, très rarement en avance. C'est aussi ça, ce personnage que Tommy Weber a créé. En tout cas, c'est vraiment, pour nous, ça a été une vraie grande surprise. Pas un choc comme a pu l'être quand je ne dors pas. Choc de la découverte. Mais en tout cas, ça a été pour nous. On s'attendait pas. En plus, on n'avait pas été forcément prévenus. On a su cette semaine qu'il sortait ce film et on a découvert ça il y a juste quelques jours. Vraiment. Ça fait plaisir en fait de voir juste quelqu'un qui fait du cinéma qu'on ne voit pas ailleurs. En fait, c'est vraiment ça pour moi, c'est quelqu'un qui fait du cinéma qu'on ne voit pas ailleurs. Louis, un dernier mot. Oui, je crois que cette séquence finale de vélo, elle résume un petit peu l'univers de Tommy Weber, c'est-à-dire des personnages qui arrivent avec la plus grande liberté du monde à s'approprier tout le processus filmique.